cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Vous rencontrerez rarement une femme qui, dans la conversation courante, vous dira « Tiens, ça y est, j'ai mes règles ». Et oui, les règles sont encore un sujet terriblement tabou. Il y a même souvent un sentiment de honte, et on se demande bien pourquoi. Et je n'évoquerai pas toutes les bêtises qui ont été racontées sur les femmes qui ont leurs règles. Pourtant, c'est un phénomène tout à fait naturel. Même les mammifères femelles ont leurs règles. Alors certes, ça embête sacrément la vie des femmes. Et je vous propose qu'on évoque ce sujet en compagnie de Christian Jamin, gynécologue, qui pourra déjà répondre à toutes vos questions. Et notamment, il pourra expliquer pourquoi tant de femmes également ont des douleurs lorsqu'elles ont leurs règles. Et puis je vous propose aussi d'évoquer les règles et la sexualité, parce que y a des métiers où on est bien obligé de continuer à faire l'amour, et je vous assure qu'il y a des solutions pour faire l'amour durant ces règles. Et puis, il semble qu'il y a même des hommes qui adorent faire l'amour à leurs femmes durant les règles, tandis que d'autres vont détester ça. Et après tout, tous les goûts sont dans la nature. N'hésitez pas en tout cas à nous rejoindre pour témoigner ou poser vos questions en nous appelant au 0826 300 300. Bonjour Christian Jamin. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous durant ces 2 heures. Alors les règles, c'est vrai qu'on entend parfois même en ce moment des féministes, celles qu'on aime bien, Christian Jamin, oui, qui disent que c'est biologiquement insupportable. Pourquoi c'est les femmes qui ont les règles? Enfin, quand même, quelle injustice! Alors, je pense que tout ce qu'on dit sur les règles vient de l'ignorance. C'est-à-dire que pendant des siècles, des millénaires même, le fait que les femmes perdent du sang une fois par mois était quelque chose d'incompréhensible. Ça a dû faire peur au départ. Ça faisait peur. Il y a même en Afrique, il y a des hommes qui ont des règles. En fait, c'est simplement parce qu'ils ont une maladie qui s'appelle la bilharziose et ils font pipi du sang. Donc il y a des hommes à règles, si je puis dire. D'accord. Donc c'est pour vous dire l'ignorance. Donc en fait, une fois qu'on a compris ce que j'expliquerai tout à l'heure, si vous m'en donnez l'occasion. Mais vous êtes là pour ça. Ce que sont des règles, c'est un phénomène physiologique et absolument nécessaire à la reproduction. Voilà. Mais en dehors naturel. Donc naturel. Et en dehors de la reproduction, les règles, ça sert à rien qu'à empoisonner la vie des femmes et de leur mari ou de leur amant. Donc les règles, il faut comprendre ce que c'est. Et il ne faut pas non plus confondre les règles et les saignements. C'est-à-dire les règles, c'est un rôle physiologique. Le saignement en dehors des règles est une anomalie de fonctionnement. Donc il faut bien comprendre tout ça. Et effectivement, quand j'entends parler des règles, je suis abasourdi par ce que disent les femmes sur les règles, ou les religions sur les règles, ou les coutumes sur les règles. Enfin, tout ça est totalement invraisemblable et qui est une gigantesque ignorance. Sauf que à l'époque, l'ignorance, on pouvait comprendre. Aujourd'hui, non. C'est-à-dire que si on continue à se comporter comme ça, c'est qu'on est au Moyen-Âge dans sa tête. Comme disait Bedos, on est en crinoline dans sa tête. Bon, et on va essayer justement de vivre dans notre époque et de cesser de considérer qu'il y a quelque chose de tabou. Et je parlais de honte. Moi, j'ai déjà entendu des femmes qui ont presque honte d'avoir, dans ces périodes où elles ont leurs règles, comme si il fallait qu'elles vivent un peu en retrait. C'est-à-dire qu'on peut effectivement ne pas avoir envie d'exposer par... Non, ça, bien sûr. Et nous les hommes, quand on a un problème de prostate et qu'on mouille notre pantalon, on est aussi gêné. Donc je peux comprendre que ce soit gênant, mais qu'il faille en avoir honte, certainement pas. Non. Alors, allons-y, expliquons, c'est quoi les règles? Alors les règles, allez, je suis parti. Les règles, tous les mois, une femme ovule. Et donc, quand il y a eu un rapport sexuel dans les 5 jours qui précèdent cette ovulation, il peut y avoir une fécondation. Et cette fécondation doit, comme un fruit, être nourrie par un tissu qui s'appelle l'endomètre. Donc, tous les mois, l'endomètre pousse, puis se remplit pour éventuellement servir à la de coussin, d'édredon pour la réception de l'ovule fécondé, et se remplit de sucre qu'on appelle le glycogène.
Et puis, quand il n'y a pas eu de fécondation, eh bien, il y a un système de Karcher interne. C'est-à-dire, au lieu que ce soit de l'eau comme les Karcher, c'est du sang qui nettoie l'intérieur de l'utérus pour refaire cet édredon pour le mois suivant. Donc, une femme fait à peu près ça 500 fois dans sa vie. Jusqu'à la ménopause. Jusqu'à la ménopause, sauf qu'avant, et c'est là qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, sauf qu'avant les femmes, elles avaient 10 enfants, elles allaitaient 2 ans, donc ça faisait 10 plus 2, ça faisait 30. Donc pendant 30 ans, elles n'avaient pas leurs règles, donc elles avaient très peu de règles, tandis qu'aujourd'hui, les femmes ont très souvent des règles, et on se pose beaucoup de questions sur les rapports. On ne pose pas de questions, c'est-à-dire qu'il y a une réalité, c'est-à-dire que les risques de pathologie, en particulier quelque chose qui s'appelle l'endométriose, est directement corrélé au nombre de fois où on a ces règles dans la vie. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que comme avant, il y avait très peu de règles, puisqu'on on était enceinte ou on allaitait. En fait, les femmes étaient réglées à 16 ans et enceintes en ménopause à 50. Aujourd'hui, elles sont réglées à 11 ans, toujours en ménopause à 50. Mais avant, elles restaient 30 ans sans règles, parce que 2 ans d'allaitement plus 1 an de grossesse, ça fait 30, eh bien, quand elles avaient 10 enfants, alors qu'aujourd'hui, quand elles ont 2 enfants, aujourd'hui, on commence à crier au miracle. Quand elles allaitent 3 mois, c'est un exploit. Et donc, aujourd'hui, les femmes ont très souvent leurs règles. En quelque sorte, finalement, c'est une liberté nouvelle, le fait d'avoir ces règles. C'est-à-dire qu'on est libre de ne pas se retrouver enceinte tout le temps et d'allaiter tout le temps et d'être tout le temps mère. On peut être maîtresse, mais le prix à payer, c'est d'avoir des règles. Mais bonne nouvelle, on peut faire l'amour pendant ces règles. Oui, mais bon, après, on va pas parler de la nécessaire natalité d'un pays. Enfin, ça, c'est autre chose. Non, mais ça, c'est pas le sujet de cette émission. C'est pas le sujet. C'est pas une émission politique, Christian Jamin. C'est pas mon genre. Donc, effectivement, aujourd'hui, les femmes ont, quand elles allaitent 3 mois et qu'elles ont 2 enfants, eh bien, elles échappent à 3 ans de règles, alors qu'avant, elles échappaient à 30 ans de règles. Et donc, ces règles douloureuses, c'est en fait l'endométriose, c'est pas les règles qui sont douloureuses, c'est la muqueuse de l'endomètre. Alors ça devient franchement compliqué. Ah bah, écoutez, j'essaye de faire simple. Hein. Donc, bon, il était naturel jusqu'à présent de considérer qu'on avait des règles un peu douloureuses, et on parlait de sécrétion de prostaglandine qui permettait l'évacuation du sang et qui contractait l'utérus, et ça faisait mal, donc on prenait un anti-inflammatoire et on n'avait plus de douleur. Moi, j'ai jamais eu mal, hein. Et pourtant j'ai pas fait d'enfant. Hein. Non, mais je veux dire, toutes les femmes n'ont pas des règles douloureuses. Toutes les femmes ont des règles sensibles pour parfois. Enfin bon, mais depuis quelques années, on a redécouvert, parce que c'est une maladie qu'on connaît depuis toujours, quelque chose qui s'appelle l'endométriose. Alors avant, l'endométriose était une maladie grave qu'on trouvait dans des circonstances graves, mais maintenant, on finit par en trouver à tout le monde. C'est-à-dire, on en trouve à tout le monde parce que... Peut-être parce qu'on fait plus d'examens. On a des examens qui sont hyper performants, comme des échographies, des IRM, etc. Et puis même, il nous est arrivé de faire, quand on opère pour autre chose, de faire un prélèvement dans le ventre et de trouver une endométriose dont personne ne se plaint. Donc finalement, aujourd'hui, on finit par se demander qui n'a pas d'endométriose. Et donc ça terrorise beaucoup les femmes, parce que l'endométriose a mauvaise réputation, en particulier par rapport à la fertilité. Et aujourd'hui, on est en plein brouillard, pour être tout à fait clair. C'est-à-dire, on finit par voir des endométrioses partout. Nombre d'entre elles n'auront aucune conséquence. Et cela dit, une fois qu'on a porté le diagnostic, eh bien, on pourrit la vie des femmes parce qu'elles sont persuadées qu'elles seront stériles. Et donc aujourd'hui, on a beaucoup parlé, notre président de la République à un moment donné parlait du dépistage de l'endométriose dans les écoles, ce qui serait une catastrophe, parce que si on se met à trouver de l'endométriose à des jeunes filles en faisant des examens ou des tests, parce qu'aujourd'hui on en est à faire des tests salivaires pour faire le diagnostic d'endométriose, donc si on trouve des endométrioses à tout le monde, on va faire des armées d'angoissés.
Bien, on va essayer d'être un peu plus cool dans cette émission, et puis on va rappeler qu'il n'y a pas de contre-indication à faire l'amour durant les règles. Après, c'est chacun ses fantasmes. Alors, il n'y a aucune contre-indication à faire l'amour pendant les règles. Il y a même Est-ce qu'il y a des contre-indications religieuses, mais sur un plan de physique, il n'y a pas de contre-indication. Enfin, je sais pas, j'essaye de... Alors, sur le plan religieux, c'est pas mon domaine. Et je ne tiens pas à ce que ce le soit. Sur le plan médical, il n'y a aucune contre-indication. Et même quand on interroge les femmes, il n'est pas rare que des femmes aiment faire l'amour pendant leurs règles. D'autres sont très gênées, mais certaines se disent plus excitées par les règles. Alors, sans que les statistiques permettent de répondre à la question. Et puis il y a des solutions pour éviter justement qu'il y ait du sang qui coule pendant l'acte sexuel, et ça on en parlera tout au long de cette émission. Et puis vous le savez peut-être, Christian Jamin, sinon je vous l'apprends, c'est ce week-end qu'on change d'heure. Et donc, on va à cette occasion offrir une montre Ice Watch, Ice Solar Power, donc une montre qui se recharge à l'énergie solaire. Et en ce moment, on a ce qu'il faut. Et donc, on va choisir tout au long de ces 2 heures la personne à qui on offrira cette montre, Christian Jamin. Et donc, ce sera notre auditeur ou auditrice qu'on aura apprécié qui recevra cette montre. Vous pouvez également la gagner sur Instagram, sur la page Facebook. Vous savez que vous êtes maintenant 700 000 abonnés sur Facebook. Bravo, continuez à faire abonner vos amis, vos proches. Mais où sont les autres Absolument. On espère atteindre le million avant la fin de l'année. Donc je compte sur vous. Si vous aimez cette émission, si vous aimez Sud Radio, allez vous abonner sur la chaîne YouTube, et puis ça vous permettra de voir les émissions que vous aimez quand vous voulez sur votre smartphone. Allez, on fait une petite pause et on retrouve Sophie dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Christian Jamin, gynécologue, on évoque les règles. C'est un sujet qui n'est pas tabou sur Sud Radio parce que l'on parle vrai, et vous êtes bien sûr tous les bienvenus pour évoquer ce sujet. Bonjour Sophie. Bonjour Brigitte, bonjour à Christian. Bonjour. Merci d'être avec nous Sophie. Vous non plus, c'est pas un sujet tabou, hein? Non, écoutez, moi j'ai 51 ans pratiquement, et depuis que j'ai été réglée la première fois autour des 16 ans, non, ça n'a jamais été un tabou. Peut-être aussi parce qu'avec 5 sœurs à la maison, c'était quelque chose qui était installé. Voilà, aussi. Elles m'ont un peu éduquée à tout ça. Des sœurs plus grandes, donc. Enfin, oui, tout à fait. Oui, des sœurs aînées. Oui, absolument. Absolument. Mais ça, c'est sûr, il me semble, Christian Jamin, quand ça se parle dans la famille, déjà, ça aide la femme à bien les vivre. Oui, mais en effet, je pense que ça dépend beaucoup de l'image qu'il y a dans la famille, et la mère par rapport aux règles des jeunes filles. Parce qu'il y a encore des mères qui ne préviennent pas leurs filles. Hein. Oui. Oui, des filles qui sont étonnées qui ne savent rien, et qui sont étonnées d'avoir du sang un jour. Effrayées même parfois. Effrayées, oui. Oui, donc vous étiez à l'aise, si je puis dire, avec ce qui... En plus, vous les avez eu tard, 16 ans, c'est tard, hein? Oui. Et ma fille, j'ai qu'une fille, et en fait, ma fille Lily a été réglée très tardivement aussi. Elle avait quasiment 16 ans aussi. Oui, tout à fait. Oui. Mais après, sur mon début de vie de jeune femme, alors j'ai une petite anecdote, parce que en fait, quand j'ai rencontré le papa de ma fille, j'avais 20 ans. Je n'avais jamais eu de relation sexuelle. C'était donc ma première vraie rencontre amoureuse. Et bien en fait, j'avais mes règles. Et comme ça a été quelque chose de non prévu et quelque chose d'un petit peu, comment je peux dire ça, de spontané et un instant qu'on a vraiment vécu ensemble, ma première relation sexuelle s'est faite alors que j'avais mes règles. Ah oui. Et en fait, comme c'était vraiment une pulsion et une émotion, enfin, c'était un mélange de tout. Et je ne me suis pas dit, zut, j'ai mes règles. En fait, ça s'est fait très naturellement, avec beaucoup de respect, et c'était chouette. Enfin, franchement, c'est un souvenir marrant, entre guillemets, en plus du reste. Oui, donc ça montre bien que, j'imagine par la suite, faire l'amour pendant vos règles, ça n'a jamais été un problème. Non. Quand on commence comme ça... Pas du tout.
pas du tout, parce que justement, là encore, quand moi ou mon compagnon, on avait une envie de câlin au début, et puis que ça aille vers vraiment l'acte d'amour, et bien peu importe, on suivait notre envie du moment, voilà. C'était pas un souci, et j'allais pas me poser de questions de savoir si j'allais saigner, si c'était pas du tout. En fait, on est dans l'instant T, on savoure aussi. Après, je dirais pas que je choisissais particulièrement ces moments-là, ce serait mentir. En tout cas, si ça se passait à ce moment-là, pendant mes règles, c'était pas. Ça montre bien que vous faites partie de peu de femmes qui vivent leurs règles comme quelque chose de tout à fait naturel, et règles ou pas, ça change rien, quoi. Oui, ça c'est compliqué avec l'âge. C'est-à-dire qu'en fait, vers 33, 34 ans, j'ai commencé à avoir des règles très, très, très douloureuses. Mais alors après, c'est passé à un stade où c'était une souffrance physique avec des hémorragies très, très importantes. Et mon gynécologue qui me suivait avait donc fait des examens et on a découvert une adénomiose. Eh ben voilà, j'en étais sûr. J'avais fait le diagnostic. Et pourquoi? Comment vous avez deviné ça, Eh bien parce que ça augmente, le risque augmente avec l'âge. C'est des règles très abondantes et très douloureuses. Donc qu'est-ce que c'est que l'adénomiose? C'est que tout à l'heure j'expliquais ce que c'était que l'endomètre. Et donc là, une maladie très bizarre qui s'appelle l'endométriose, où on trouve de l'endomètre ailleurs qu'à l'intérieur de l'utérus, qui est la bonne place. Et il y a deux endométrioses. Il y a l'endométriose externe, où on trouve de l'endomètre dans le bas-ventre, dans ce qu'on appelle le pelvis. Et puis, quelque chose qui est extrêmement fréquent, qui s'appelle l'adénomiose, où on trouve de l'endomètre dans le muscle utérin. Et on en trouve. Alors, on ne sait pas trop d'où ça vient. Est-ce que c'est parce que l'endomètre a pénétré le muscle, ou est-ce que ça a toujours été comme ça? On en trouve chez les fœtus, on en trouve chez les jeunes filles, mais on en trouve surtout après 40 ans. Et donc, ça donne des règles abondantes et douloureuses. Et je dirais que c'est relativement nouveau, parce que, non pas que ça existe, mais qu'on le trouve. Avant, on appelait ça des utérus fibromateux. Tout le monde avait entendu cette expression, qui en fait était basée sur pas grand-chose. Maintenant, la grande majorité, c'est des adénomioses. Voilà, et c'est très casse-pied, très difficile à soigner. Ah oui, là en fait j'avais pas le choix, c'était soit enlever l'utérus, soit faire un essai avec un stérilet en cuivre. Ah non, pas en cuivre. Alors non, c'est le contraire, surtout pas. Hormonal. Hormonal, voilà. Et donc qui était supposé supprimer les règles et de ce fait annuler les hémorragies et les douleurs. Bien et sûr. j'ai la chance que ça ait marché. Voilà. 50%. Ah oui, c'est ça, c'était de cet ordre-là. Une chance sur deux. Et voilà. Et écoutez, j'étais dans la bonne chance. Bravo, parce que c'est vrai que sinon c'est casse-pied. Ouais, et donc on n'est peut-être pas là pour ça, mais quand on est face à cette maladie, qui est encore une fois extrêmement fréquente, et qu'on a la quarantaine, il faut savoir que ça va pas s'arranger dans les 10 ans qui suivent. Ouais. Donc s'il faut opérer, plus on le fait tôt, mieux ça vaut. Alors que, à juste titre, les femmes répugnent à se faire opérer parce qu'il faut enlever l'utérus. Bien sûr. Ouais. Mais cela dit, c'est 10 ans de tranquillité. Donc, pour l'instant, la seule échappatoire, c'est ce stérilet hormonal qui permet d'éviter 50% des opérations. Et puis, pour les femmes qui nous écoutent, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a un traitement qui va bientôt sortir, qui a déjà son autorisation sur le marché européen, qui va peut-être nous permettre d'échapper à la chirurgie. Oui, qui est quand même une chirurgie lourde. Enfin, c'est une chirurgie lourde à la fois sur le plan physique et psychologique. Bien sûr. Mais attends, là je voudrais dire quelque chose de très important. Allez-y, oui. Enlever l'utérus, ça n'est pas enlever les ovaires. C'est-à-dire qu'une femme qui garde ses ovaires, elle garde tout son fonctionnement hormonal. Oui, c'est important ce que vous dites, mais en même temps, sur un plan psychologique, enlever l'utérus, c'est pas anodin. On est d'accord. Mais tout à fait d'accord. Il y a un plan psychologique, c'est enlever l'utérus, mais il y a un plan médical, santé, qui est on laisse les ovaires, évidemment. Oui, l'utérus, finalement, il sert à rien si ce n'est à garder le fœtus. Voilà, on appelle le vagin la salle de jeu et l'utérus la nurserie.
très bien dit. Voilà. C'est joliment dit. En tout cas, moi, ça m'a... Enfin, si je peux me permettre... Allez-y, bien sûr, Sophie. C'est vrai que ça a été... Alors, j'ai jamais été embêtée par mes règles avant cet épisode compliqué. Mais alors après, c'était quasiment que du bonheur, parce que j'ai pas eu de soucis, on va dire, d'hormones ou de saut d'humeur, où j'avais plus mes règles. Et puis, ça s'est fait, en fait, jusqu'à ma ménopause, il y a 2 ans. Voilà, j'ai été ménopausée à 48 ans. Et puis, en fait, j'ai gardé mon stérilet un peu en souvenir jusqu'à la fin. Qui vous a un petit peu sauvé quand même. Oui. Merci Sophie, merci beaucoup de ce témoignage. C'est toujours un plaisir, Brigitte, vraiment. Merci. Toujours un grand plaisir. Merci à vous. Allez, on fait une petite pause, Christian Jamin, et on retrouve Soisic Belin dans un instant qui va revenir sur les règles dans sa chronique. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Christian Jamin, nous retrouvons notre journaliste Soisic Belin qui va nous parler des règles. Eh oui. Mais oui, bah oui. Aujourd'hui, je vous parle des règles, autrement appelées les ragnoutes, les ragnagnas, les Anglais qui débarquent, tant Agathe, vous l'aurez compris, les petits noms lorsqu'il s'agit de nos menstruations sont là pour faire savoir sans jamais prononcer le nom qui fâche. Alors depuis quelques années, on assiste à l'effet inverse, la volonté d'étaler sur la place publique ce rendez-vous mensuel. Il y a des insultes qui fleurissent sur les murs comme « bois mes règles ». Bon, c'est si charmant, hein, n'est-ce pas ? Et le but serait donc de désacraliser, de faire disparaître la honte liée à notre indisposition. En voilà d'ailleurs un autre terme dédié, indisposé. Moi je trouve ça plutôt classe. Quand j'étais ado et que je n'allais pas en sport à cause de mes règles, on me faisait un petit mot pour signaler mon état. Indisposé. D'ailleurs il y a quelques jours, Le Monde publiait un papier à ce sujet sur ces périodes d'indisposition des athlètes de haut niveau. La problématique était la suivante. Doit-on prendre en compte ce domaine qui touche à l'intime lorsqu'il s'agit de l'organisation des compétitions? Et dans le cas contraire, quelles sont les conséquences? Les règles, on passe son temps à les attendre lorsque l'on initie un traitement de PMA par exemple, et on les redoute lorsque l'on veut tomber enceinte. C'est notre amant le plus coriace qui se joue du fuis-moi, je te suis. Si pendant de nombreuses années, elles étaient bleues dans les publicités pour les serviettes hygiéniques, si dans ces mêmes publicités, nous pouvions donner l'impression d'être des héroïnes du quotidien lors de cette période menstruelle où l'on voyait les femmes sauter, danser, se mouvoir avec joie. Aujourd'hui, on tente, souvent habillées en blanc d'ailleurs par parenthèse, aujourd'hui on tente de montrer la face cachée du décor, soit la réalité. Souvenez-vous, cette jeune femme, Irénée, militante féministe, qui avait décidé de passer toute une journée sans protection hygiénique alors qu'elle était indisposée. Elle avait tout photographié, tout posté sur les réseaux sociaux pour interpeller sur la précarité menstruelle aussi, pour choquer. La question est la suivante. Sommes-nous obligés d'en venir à la radicalité? Sommes-nous obligés de faire l'inverse de ce que l'on nous a appris? Entendez-la par là, à maintenir une certaine discrétion lorsque l'on est réglé. Faut-il faire fi de cette discrétion? L'annoncer tout haut de manière un peu systématique? Bonjour, j'ai mes règles. Pour que cette période intime, parce que oui, ça reste une période intime, les règles, pour que cette période donc perde cette récalcitrante honte. C'est une des questions qui est posée dans cette fameuse BD publiée aux éditions Le Lombard de Camille Bess et Éric Lablanche, intitulée « Si les hommes avaient leurs règles ». Alors ne hurlez pas Brigitte, parce que je n'ai rien dit. Voilà, même si je ne suis pas d'accord avec cette rengaine récurrente du « et si les hommes », patati patata, vous connaissez la suite, cette BD a l'avantage d'être drôle parfois. L'auteur propose des scénarios différents, dont un où les règles seraient une démonstration de virilité en fonction de votre flux. Alors, je vous parlais de l'art menstruel il y a quelques temps de cela, ces artistes féminines qui récupèrent leur propre sang pour patiner des toiles ou bien l'utiliser dans le cadre de performances. Alors, si elles utilisent leur propre sang, c'est pour provoquer, mais pas que. C'est surtout pour la symbolique qui s'en dégage. Le sang des règles, c'est celui de la vie ou de la mort plutôt, puisqu'il s'écoule lorsqu'il n'y a pas fécondation. C'est ici que se cache cette fameuse honte. Il est la preuve du ventre vide. Aujourd'hui, la génération Z a décidé que le sang était bon pour la santé, le sang des règles, plus particulièrement pour la peau. Et sur TikTok, le hashtag Period Blood Face Mask cumule plus de 1 million de vues. Dans une période où les soins faits maison cartonnent, autant vous dire que cette idée de faire de nos menstrues un masque de beauté, il y a sous-jacent bien sûr cette image toujours encore de la femme sorcière. Donc en a séduit plus d'une, et pourtant quelle idée. Alors il y a deux discours qui se rencontrent et certainement Christian que vous me donnerez votre avis éclairé à la fin de ma chronique.
polémique, mais selon les utilisatrices, le masque menstruel posséderait des vertus. Les cellules souches et les nutriments présents dans le sang seraient nécessaires aux besoins de notre peau et de notre corps. Et selon les dermatologues qui hurlent au scandale, les bactéries présentes font de ce sang à l'air libre un sang contaminé qui, appliqué sur une peau du visage plus ou moins sensible, se verra infecté. Alors, qui a raison? Je pense que tout le monde est OK pour se ranger du côté de la médecine. Et puis, au-delà d'un soi-disant remède, le sang des menstrues, il y a quand même plus esthétique. Et même si on vous aura appris, mesdemoiselles, à souffrir pour être belle, il y a quand même des limites à ne pas franchir. Donc, je récapitule, avoir ses règles, ce n'est pas honteux, ne plus les avoir car on est ménopausé, ce n'est pas honteux non plus, vous restez une femme malgré tout. Non, les hommes n'ont pas de règles et s'ils en avaient, pas sûr qu'ils eussent organisé des concours de flux. Jouer avec ses menstrues n'est pas conseillé et ce n'est pas parce que l'on ne doit pas avoir honte qu'il faut annoncer la couleur à tous vos collègues en arrivant au bureau le matin. Il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas dit depuis le début aussi, attention, parce qu'on est plus sujette à attraper le VIH quand on a ses règles. Ça, c'est important aussi de le signaler. Alors, Christian Jamin ? Oui, écoutez, moi je comprends pas tout ce que dit Swazik. Ah, carrément. Je comprends pas tout ce que dit Swazik. Non, moi, mais je dis que la solution, elle est dans l'enseignement, quoi. Il faut arrêter la magie. Justement, est-ce que ce sang, il est chargé de microbes ou est-ce qu'il est bon pour la peau? D'abord, c'est du sang. Oui, il y a quand même un peu de membrane. Alors, il y a un petit peu de membrane, mais c'est très peu. Et puis, il traverse le vagin, qui est un organe dans lequel il y a des germes. On a des germes partout, et là, on a des germes dans le vagin. Donc, il doit y avoir des germes dans le sang menstruel. Mais bon, alors qu'il y en a assez peu dans le sang quand il est ponctionné. Non, mais par exemple, excusez-moi, on va dire les choses clairement, puisque Swazik a mis les pieds dedans. Est-ce qu'on sait que l'urine, par exemple, elle est antiseptique, stérile, en principe. Et même antiseptique, c'est-à-dire que dans le désert, si on se blesse, on peut se pisser dessus pour faire une sorte d'antiseptique. Est-ce que le sang des règles, c'est du sang donc qui est forcément chargé de bactéries? Oui, bien sûr, c'est du sang qui a été donc, contaminé par la traversée du vagin. Il n'a pas un pouvoir liftant. Donc c'est un petit peu. À ma connaissance, non. Alors voilà. Bon, il y a peut-être un peu plus de ce qu'on appelle des prostaglandines, parce que en fait, pour éviter que le saignement ne s'arrête pas, il y a des systèmes pour arrêter le flux. Donc il y a dedans un certain nombre de substances, mais à ma connaissance, je n'ai jamais vu de travaux réellement sérieux prouver toutes les vertus qu'on veut lui donner quand on a quelque chose à démontrer. Voilà, on a la réponse du coup. Oui, enfin ça me paraît évident que c'est plus une manifestation féministe un peu révolutionnaire et extrême qu'une réalité scientifique, évidemment. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas simple, les règles. C'est-à-dire que les règles, ça se prépare après l'ovulation. C'est-à-dire après l'ovulation, les femmes sécrètent une hormone qui s'appelle la progestérone, qui permet de dilater les vaisseaux de l'utérus, de les faire proliférer et de les faire et rendre les parois des vaisseaux très, très fragiles, ce qui explique ce flux brutal. Donc arrêter les règles, c'est quelque chose de compliqué. Parce que pendant longtemps, on s'est dit on va prendre des hormones pour arrêter les règles, mais c'est pas si simple que ça, parce que c'est un phénomène physiologique qui est beaucoup plus complexe que ce Karcher dont je parlais tout à l'heure. Oui, mais moi personnellement sur le plan éthique, j'aurais plus envie d'aider les femmes à accepter leurs règles comme étant la manifestation de notre féminité et de notre capacité à pouvoir engendrer, justement. De même qu'il faut que les hommes acceptent leur pollution nocturne parce que c'est aussi leur virilité. Enfin, je veux dire, cessons de vouloir tout gommer et puis je trouve idiot cette sorte de vouloir absolument. On sait très bien à quel point la physiologie masculine et féminine sont différentes. Enfin bon, acceptons-les et soyons fiers d'être une femme ou d'être un homme. Acceptons la physiologie sans pour autant en faire de la symbolique.
Qu'il s'agisse de la symbolique sexuelle, de genre ou de religion, quoi. Je vais dire les mots choses comme je les pense, mais bon, quand on nous dit qu'une femme est impure dans les religions monothéistes, eh bien, je veux dire, ça a absolument aucun sens. Là, c'est pour aller justement à l'encontre de ces choses-là, en fait. Qui a cette espèce de manifestation. Oui, mais on transforme une symbolique extrême. Par une autre symbolique. Ah oui, c'est aussi absurde dans un sens que dans l'autre. Les règles est un phénomène physiologique qu'on connaît bien, et point. C'est comme ça qu'on fait les enfants. Et quoi. Puis, là où je suis d'accord, ça reste du domaine de l'intime. On a des hémorroïdes, on ne va pas avoir besoin de crier partout qu'on a des hémorroïdes, on a des fuites urinaires, c'est pareil, on n'a pas tellement envie de le signaler. Alors pourquoi on aurait envie de signaler qu'on a nos règles? Enfin, ça me paraît, c'est un peu stupide. Enfin, je veux dire. Je pense que dans une période où l'intime devient politique, tout se mélange. Ouais, on voit où la politique nous mène en ce moment. On politise l'intime, c'est autre chose. Ça, hein. C'est-à-dire que en fait, c'est des instruments. C'est des instruments sociologiques, religieux, pour faire passer des choses qui n'ont pas lieu d'être. On doit manger. Il faut manger, il faut boire tous les jours. Et pour faire des enfants, il faut avoir des règles. Voilà. Non, et puis ce qui est surtout très dangereux, et je crois que ça c'est vraiment important que tout le monde le comprenne, à partir du moment où on se met à politiser l'intime, on perd notre liberté. Parce qu'à partir du moment où on va politiser l'intime, il va y avoir ce qui est bien, ce qui est pas bien, et on n'aura plus la possibilité d'être ce qu'on a envie d'être, tout simplement. Et je trouve qu'on est dans une société où on perd de plus en plus notre liberté. Moi, je peux tout à fait entendre qu'il y a des femmes qui ont envie de dire j'ai mes règles, et d'autres qui ont envie de le cacher, qu'importe. Mais assumons ce qu'on est, et à ce moment-là, on peut devenir libre. Si on n'assume pas ce qu'on est, on ne sera jamais libre. Et puis, il y a une dimension, c'est que... par exemple, la nature est incroyablement bien faite. Quand on manque de nourriture, eh bien, le système de fonctionnement des règles s'arrête. On ne peut plus procréer. Parce que la nature, ou Dieu, ou qui vous voulez, dit « j'ai pas assez pour deux ». Donc j'arrête le système. Et donc, moi, je suis émerveillé par la nature de tous les jours. Quand je vois des femmes qui viennent me voir parce qu'elles n'ont pas de règles, même pas anorexiques, tout simplement parce qu'elles mangent mal. Des femmes qui mangent mal, elles n'ont plus de règles. Parce que leur corps leur dit « je ne peux pas assumer une grossesse ». Et donc c'est extraordinaire, c'est fabuleux. Bon, dites à vos copines féministes de manger mal, et puis comme ça elles auront plus leurs règles, Soisic Belin, au lieu de nous embêter avec vos chroniques. Elles ne pourront plus faire de masque. Qu'elles fassent un masque de sperme, c'est très bon ça en revanche. Voilà. Et puis comme ça on est plusieurs à en profiter. Merci Soisic Belin, merci beaucoup. Marc, bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour. Alors justement, vous en tant qu'homme, est-ce que vous pouvez faire l'amour à une femme qui a ses règles ou pas? Ah oui, tout à fait. Ça vous dérange pas? Ça me dérange absolument pas. Même une femme que vous n'aimez pas comme ça Ah je ne fais pas l'amour avec une femme que j'aime pas. Oh voilà. C'est vraiment vrai ça? Ah oui. Ça vous est jamais arrivé de faire l'amour avec une femme que vous n'aimez pas? Ça m'est déjà arrivé, c'est vrai. Bon, d'accord, c'est bien. C'est bien. Deuxième question, est-ce qu'il y a un fantasme comme ça qui vous trotte dans la tête, que vous n'avez pas encore réalisé? Un fantasme qui me trotte dans la tête et qui n'est pas réalisé. Moi, j'aimerais bien voir ma femme coucher avec un autre homme. Ah. Christian Jamin, vous êtes disponible? Vous nous donnerez votre numéro de téléphone dès qu'on aura coupé. Encore faut-il qu'elle soit consentante. Bon, écoutez, on va déjà vous envoyer la photo de Christian Jamin. Et puis vous verrez ça avec elle. Et dernière question, qu'est-ce que vous ne pourriez pas supporter chez votre partenaire, chez votre femme, justement? Quel serait le carton rouge, la chose rédhibitoire? Qu'il n'y ait pas de sexe. Qu'il n'y ait pas de sexe. Et ben voilà un vrai homme qui parle. Voilà, ça vraiment... Bravo. Bon, déjà, vous avez un point commun, Christian et Marc. Voilà, j'ai trouvé un copain. À vous de poser une question à Christian Jamin. Allez-y, je vous en prie. Oui, je voudrais savoir, est-ce que vous faites un lien entre les règles et la libido des femmes?
Parce qu'à titre personnel, la mienne, enfin ma femme, a souvent très envie pendant la période de règles. Eh ben, j'en parlais tout à l'heure. Alors, pour l'instant, on n'a pas d'explication parce que quand on regarde les statistiques, on s'aperçoit que les couples ont plus de rapports sexuels au moment de l'ovulation. Mais je ne connais pas de statistiques sur les femmes qui sont excitées sexuellement par leurs règles, mais je l'entends en consultation fréquemment. Donc, rassurez-vous, c'est quelque chose de fréquent. fréquent. Oui, d'accord. Mais de statistiques, j'en ai pas. D'accord. C'est peut-être un lien avec le changement hormonal pendant cette période-là, en fait. Peut-être, mais aussi peut-être la liberté d'avoir un rapport sexuel en étant certain qu'on peut pas être enceinte, ce qui d'ailleurs est faux. J'ai vu une patiente avant-hier qui avait été enceinte en faisant l'amour au 2e jour de ses règles. Donc c'est quand même rare, mais c'est possible. Alors, on peut trouver toutes les explications, mais à ma connaissance, il n'y a pas d'explication hormonale ou physiologique qui ait été avancée aujourd'hui. Donc ça serait plus dans la tête en fait. Oui, mais de toute façon, la sexualité, c'est dans la tête. Oui, enfin, ça commence dans la tête, mais ça descend quand même, heureusement. Mais ce que je veux dire, c'est que on n'a pas trouvé le secret pour rendre les femmes amoureuses ou désirantes. Tout ce qu'on a essayé de faire jusqu'à présent, ça a échoué parce que c'est effectivement dans le cerveau que ça se passe. Merci Marc, en tout cas de cet échange. Merci à vous. Avec plaisir. On fait une petite pause et on vous invite évidemment à réagir sur Sud Radio. On évoque les règles aujourd'hui. Vous dites ce que vous avez envie de dire puisque vous l'avez compris. On parle vrai ici. 0826 300 300. À tout de suite. Le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous évoquons les règles, un sujet encore assez tabou, n'est-ce pas Christian Jamin, vous êtes avec nous pour répondre évidemment aux questions que peuvent se poser les femmes et les hommes. Vous êtes les bienvenus également, messieurs. Vous êtes gynécologue et endocrinologue, je le rappelle. Nous avons maintenant Céline qui est avec nous. Bonjour Céline. Bonjour Brigitte et bonjour à votre invité. Bonjour. Christian Jamin qui est avec Christian Jamin, oui. donc vous n'étiez pas prévenu que vous alliez avoir vos règles quand vous étiez enfant, hein? Ouais, c'est ça. Je vais avoir 50 ans et c'est vrai que dans ma famille on parlait pas de tout ça, on va dire. Hein, et un jour, j'étais encore en école primaire. Un matin, je me réveille et j'avais passé une nuit épouvantable. Et le matin, j'ai découvert mon lit taché, oui. Alors plus que taché parce que c'était vraiment des règles d'emblée, des règles conséquentes. Donc c'était un jour où ma mère n'était pas là le matin. J'étais paniquée parce que je ne savais pas ce que c'était. J'ai pleuré, j'ai eu très peur en fait. Oui, bien sûr. Voilà. Du sang qui sort de son corps, ça fait peur. Et puis la douleur. Et donc j'ai tout caché dans la buanderie au sous-sol et j'étais incapable de dire quoi que ce soit. Et ma mère, quand elle est rentrée le midi, m'a trouvée en larmes en me disant mais qu'est-ce qui t'arrive? Et j'étais incapable de lui dire parce que je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et elle est allée faire une machine, elle a découvert les draps et quand elle est remontée, elle m'a dit c'est à cause de ça. Et alors quelques jours avant, on avait vu un film. Alors à l'époque, dans les années 80, c'était dit de façon très discrète. On voyait une jeune fille il était censé lui arriver quelque chose, mais on savait pas trop quoi. Mais apparemment, c'était ça. Elle m'a dit, tu vois, c'est comme dans le film. Voilà, maintenant, c'est comme ça. Donc je me suis dit bon, qu'est-ce qui est comme ça? Elle m'a acheté des serviettes et j'ai pas eu d'explication. Alors j'avais la chance d'avoir une amie avec une maman vraiment chouette chez qui j'ai pu poser aussi toutes ces questions, mais ça reste quand même quelque chose d'extrêmement traumatisant, quoi. Et c'est incroyable parce qu'en 1980, on pourrait imaginer que quand même l'information circulait, et bien la preuve que non. Hein. Et on voit bien que les cours d'éducation à la sexualité qui étaient censés avoir lieu dans ces années-là, c'était pas ça non plus. Hein. Oui, mais vous savez, j'ai déjà fait pour faire des films d'enseignement, des radios-trottoirs. Et si vous interrogez les hommes ou même beaucoup de femmes qui passent dans la rue et vous leur demandez ce que c'est que les règles, ils disent c'est du sang, mais pourquoi? À quoi ça sert? Je suis convaincu que l'immense majorité de la population ne sait pas ce que sont des règles, aujourd'hui. C'est vrai. Mais ce qui est triste, c'est que vous êtes, ça fait peur et ça fait quand même un petit traumatisme qui reste un peu marqué toute sa vie, quoi.
Tout à fait. Alors c'est vrai que quand j'ai eu une fille qui a 15 ans aujourd'hui, et c'est vrai que pour moi c'était évident que ça se passerait pas comme ça. Donc mes règles à moi n'ont jamais été tabous à la maison. On en a toujours discuté, et quand le moment est arrivé pour elle, déjà parce qu'on savait qu'il y avait des signes, elle avait un petit peu une puberté précoce, donc on avait déjà beaucoup discuté là-dessus. Et c'est vrai que quand c'est arrivé, elle avait 12 ans, elle est venue me voir très tranquillement en me disant maman, je crois que j'ai mes règles. Donc voilà, on a discuté, on a regardé les moyens de se prémunir du sang, on s'est mis d'accord sur ce qu'elle voulait, sur ce qu'elle voulait pas. Et aujourd'hui, moi je fais la différence avec elle qui est maintenant, elle vient de rentrer au lycée, qui peut discuter avec ses copines et même avec des copains, même avec des garçons. L'autre jour, elle était partie se balader et elle dit je crois que j'ai mes règles. Il lui a dit tiens, va te mettre à l'abri, je vais surveiller que personne vient pour te changer ou quoi. Enfin, je trouve ça. Oui, mais ça a bien évolué, et je pense que ça a beaucoup évolué, surtout aussi dans la tête des hommes. Je pense que les jeunes hommes aujourd'hui sont beaucoup moins capables de faire des réflexions à la con comme les jeunes hommes d'il y a 40 ans. C'est ça. Comme mon mari peut me dire encore, t'es énervé, t'as tes règles. Bon Ça vous fait rire, Christian Jamin? Oui, ça me fait rire parce qu'on mélange tout là. Les règles, c'est une chose. Les fluctuations de l'humeur, c'en est une autre. Et les fluctuations de l'humeur, ça a une réalité. Et donc, je travaille beaucoup là-dessus. Et donc, effectivement... c'est pas parce qu'une femme a ses règles qu'elle est de mauvais poil. Une femme a ses règles parce que c'est les fluctuations hormonales qui ont amené les règles qui jouent à la fois sur l'utérus, mais aussi sur l'humeur. Oui, ça c'est sûr, parce que c'est vrai que moi, avant mes règles, j'avoue que je connais mon syndrome prémenstruel où je me sens irritée, tout m'énerve, je suis fatiguée, enfin voilà, mais ça c'est physiologique, enfin je veux dire, on n'a pas de prise là-dessus, on a beau essayer. C'est pas... C'est vrai, j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir en disant faites quelque chose sinon mon mari va se barrer parce que je suis épouvantable. Mais ça existe, et c'est un vrai traumatisme aussi, ça, pour les femmes, dont on parlera peut-être une fois. On demandera à Soisic de nous faire un texte là-dessus sur l'humeur des femmes en fonction du cycle. Mais c'est un phénomène absolument passionnant, mais qui n'a rien à voir avec les règles elles-mêmes. Tout à fait. Si, quand même, puisque ça a la même origine. Ça a la même origine. C'est quand même pas tout à fait anodin non plus, oui. Mais en tout cas, je trouve que les hommes aujourd'hui sont plus, les jeunes hommes sont plus ouverts et sont moins à sortir des phrases à la con qu'on a pu entendre dans les années 70-80, quoi. Oui, je sais qu'on doit avoir. Vous êtes gynéco, alors forcément. Oui. Non, mais je sais qu'il doit y avoir normalement une éducation des ados à l'école sur la sexualité, la reproduction, etc. Je ne suis pas certain que ça se fasse beaucoup. Non, ça c'est sûr, c'est même certain. C'est même certain parce qu'il y a un certain nombre de gens, pour des raisons religieuses ou culturelles, qui s'y opposent et qui empêchent les profs de le faire. Oui, mais je pense qu'on gagnerait vraiment à ce qu'on assimile les règles comme en effet quelque chose de naturel, et puis voilà tout. Et c'est vrai, Céline, si vous aviez eu un tout petit peu d'éducation durant votre cursus scolaire, vous n'auriez pas eu cette peur, parce que c'est vrai qu'avoir du sang qui sort de son corps et avoir mal, on peut penser qu'on va mourir. Alors après, on avait déjà entendu parler, mais à l'époque, c'était plutôt, on disait les ragnagnas, on savait pas trop, c'était un peu le mystère, j'avoue. Parce qu'il y a une autre anecdote, c'est qu'un jour, j'avais une amie qui avait un petit, on jouait, parce que c'est arrivé, j'étais encore en école primaire. Elle avait des tout petits sacs poubelles, on jouait avec nos personnages, tout ça, et je disais, mais c'est trop bien, mais qu'est-ce que c'est que ces sacs poubelles? Elle me dit, demande à ta mère, elle doit en avoir. Alors moi, j'ai demandé à ma mère en rentrant le soir, mais je me suis fait rabrouer très sérieusement en me disant mais n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, on n'a pas ça. Alors en fait, après j'ai compris que c'était des petits sacs qui servaient aux protections périodiques. Mais voilà, c'était absolument pas possible d'en parler. Et aujourd'hui, ça me sidère en fait. Oui, mais j'imagine que votre mère, de toute façon, elle n'était pas très à l'aise avec la sexualité. Ah, ça c'est sûr. Voilà. Donc c'est là où on voit bien que c'est une question de rapport à la sexualité. On est à l'aise avec sa sexualité, on accepte son cycle hormonal, et puis voilà. Quoi. Elle était peut-être certainement à l'aise avec la sienne, mais en tout cas pas pour transmettre des choses ou transmettre un message positif, on va dire. Évidemment. Ma grand-mère appelait cet endroit-là le jardin des douleurs, donc ça en dit long quand même. Oh là.
Et oui, les expressions parlent d'elles-mêmes. En tout cas, merci Céline. Merci beaucoup d'avoir abordé ce sujet parce que c'est vrai que c'est important que on prévienne les filles pour que ça ne soit pas un truc qui arrive et qui soit traumatique, évidemment. Merci beaucoup. On va continuer dans la deuxième heure à évoquer les règles avec vous, bien sûr, au 0826 300 300. Et puis, je vous propose une petite devinette, Christian Jamin. Que répondre à une femme qui vous dit « Les hommes, ils sont tous pareils ». Vous avez le temps des infos pour trouver la réponse. Et bien sûr qu'on pourra évoquer aussi l'amour durant les règles. Si vous avez envie, n'hésitez pas à témoigner. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Christian Jamin, nous évoquons les règles, le sang, et puis peut-être on pourrait aborder aussi la question des protections périodiques. Enfin bref, je crois qu'on n'aura pas assez de 2 heures pour aborder tous les sujets, mais en tout cas, vous avez un sujet en particulier que vous avez envie d'aborder, vous nous appelez sur Sud Radio au 0826 300 300. Mais d'abord, la réponse à ma devinette. Que répondre à une femme qui vous dit « Les hommes, ils sont tous pareils ». Je lui dis que les a probablement pas tous essayés. Non, il faut lui dire, il ne fallait pas tous les essayer. Enfin, votre réponse, elle est pas mal. Je vous l'accorde. Bonjour Catherine, pardon. Catherine, oui. Bonjour Brigitte et bonjour Christian. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors pour vous, pardon. Est-ce que je lis ce qui est marqué sur ma feuille? Excusez-moi. Oui. Pour vous, c'est pas tabou, les règles, mais pourtant pourtant non, ça n'a rien à voir. Vous aviez quand même de grosses douleurs. Oui, alors c'est vrai. Déjà, je voulais vraiment vous remercier pour ce sujet. C'est super. Voilà, c'est quelque chose dont on parle rarement. Pour le public. Enfin, c'est vraiment merci pour ça, Brigitte. Contrairement à Céline, c'était Céline juste avant, je crois. Oui, absolument. Moi, j'ai été mise au parfum assez tôt, donc je savais ce qui m'attendait par une maman préventive, on va dire, donc qui m'a bien expliqué. Alors voilà, là-dessus, aucun souci. Je les ai eus très jeunes, à 11 ans. Et puis... je n'ai pas souvenir de difficultés rencontrées pour mon quotidien à l'école, etc. Mais par la suite, dès que je suis rentrée je me souviens pas avant en fait, pour être sincère, mais quand je suis rentrée dans ma sexualité, dans ma vie de femme active dans la sexualité, oui. Eh bien, j'ai vraiment souvenir de douleur, mais ça s'est accentué après. Ça a été très très puissant quand même. Peut-être. Ça veut dire que tant que vous n'avez pas eu de relation sexuelle, vous n'aviez pas de règles douloureuses et. J'ai pas souvenir de règles douloureuses. Alors, est-ce qu'on oublie vite? Comme un accouchement, on dit que parfois les femmes disent « on oublie ». Alors je sais pas, je n'ai pas souvenir de... Mais c'est même allé parfois jusqu'à tomber dans les pommes, de douleur. Plié en deux, le premier jour ou pendant 2 jours, devoir être couché... étourdi de douleur. Oui, mais on entend ça. On sait quel est le pourcentage de femmes qui ont des grosses douleurs durant les règles, Christian Jamin? Alors c'est le mot grosse douleur qui est difficile parce que en fait, comme on le disait tout à l'heure, les règles c'est sensible chez toutes les femmes presque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment de la puberté, les règles deviennent douloureuses que quand il y a eu une ovulation. C'est-à-dire que les règles, les saignements anovulatoires, qui ne sont pas des règles, ne sont pas douloureux. L'explication de base, c'est qu'il y a des contractions de l'utérus pour vider le sang et que c'est ça qui est douloureux et c'est pour ça qu'on donne ce qu'on appelle des anti-inflammatoires qui d'ailleurs fonctionnent très bien. Puis, secondairement, apparaissent les pathologies de l'utérus dont on parlait tout à l'heure, en particulier l'endométriose et l'adénomiose, qui donnent des douleurs qui ne sont pas du tout du même mécanisme que de ce qu'on appelle la dysménorrhée essentielle. La dysménorrhée essentielle, c'est des douleurs de règles lambda, si je puis dire, que toutes les femmes ont de manière plus ou moins importante. Alors, si je peux intervenir, je suis complètement d'accord, je comprends bien ce qu'explique Christian Jamin, et moi je pense que c'était des contractions, c'est exactement comme ça que je les percevais. J'avais
j'ai un utérus rétroversé. Alors, ça pouvait peut-être aussi être compliqué pour l'utérus de se vider. Je sais pas, hein, mais ça me faisait vraiment comme des spasmes, des contractions. C'était ça. Ouais. L'utérus rétroversé, il a eu bon dos, si je puis dire, pendant très longtemps. Mais il semble pas que les règles soient différentes quand on a l'utérus rétroversé ou antéversé. Mais effectivement, pendant des années, le corps médical a donné comme explication de ce qu'il ne connaissait pas par la rétroversion de l'utérus, ce qui ne semble pas avoir été vrai. Bon, en tout cas, je tenais à dire que moi j'ai vraiment bien accepté le fait d'être réglée. J'estimais déjà aussi que ça pouvait être une chance. En tout cas, c'était la nature. J'ai fait corps avec ce cycle, humblement, j'ai envie de dire, non, mais naturel de la vie. C'est bien parce que je crois qu'il y a quelque chose. Il y a même des familles où on fait une fête parce que la jeune fille, ça y est, elle a ses règles, donc elle est devenue femme. Et c'est quand même une belle manière de voir ça comme une sorte de rituel initiatique plutôt que comme une sorte de galère qui va arriver tous les mois, quoi. Et quand je les avais, parce que maintenant, 50 passés, je ne les ai plus, mais quand je les avais, je me sentais femme, j'étais heureuse quand ça se passait bien, parce qu'en dehors d'une journée ou deux, parfois, hein, pas tous mes cycles, mais douloureux, mais autrement super, quoi. Et même je m'amusais parce que je connaissais bien mon corps et je savais quand j'allais les avoir un peu plus frileuses avant. Mais vous savez, je vais me permettre une chose qui va peut-être encore agacer certaines féministes, mais je trouve que la chance qu'on a en tant que femme, c'est justement qu'on a des saisons. Et moi, j'adore les climats tempérés parce qu'il y a le printemps, il y a l'été, il y a l'automne, il y a l'hiver. Et nous, en tant que femmes, dès notre plus jeune âge, si je puis dire, on sait le rythme de la vie, quoi. Et c'est une chance extraordinaire. Les hommes, ils se croient immortels jusqu'à ce qu'ils aient la première panne d'érection. C'est vrai. Et ça permet d'être avec son corps. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là, non? Et de l'humilité. Oui. C'est vrai, mais il y a un danger dans ce que vous dites là, toutes les deux. C'est que... Vous êtes rabat-joie, Christian. Non, pas du tout. C'est-à-dire que les règles, effectivement, c'est formidable parce que ça donne le sens à son fonctionnement, c'est le marqueur de votre fertilité. Mais quand on prend une pilule, par exemple, si on n'a pas de règles, ça ne change rien. C'est-à-dire que ce ne sont pas des règles. Donc la perte des règles liées aux médicaments ne doit pas être considérée comme quelque chose de négatif par rapport à sa fertilité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument faire passer dans le public. C'est-à-dire que vous avez raison. Aujourd'hui, il y a comme ça... Si médicalement on arrête les règles, ça ne veut dire que simplement on met à l'abri la femme de ses règles ou parce qu'elle le souhaite, mais que ça ne joue en rien sur sa fertilité. Parce que le jour où on arrête le traitement, la machine se remet en route. Donc il ne faut pas confondre ce qu'on appelle les règles, c'est la physiologie de l'hémorragie de privation, qui est quelque chose qu'on peut ou pas avoir et ça n'a pas d'importance. Je suis bien d'accord, je comprends tout à fait. Mais ça n'empêche pas de dire que j'étais bien contente d'avoir ce flux libérateur, comme je l'appelais. Ben oui, bravo, bravo. Mais vous savez, Catherine, il y a eu pendant des siècles beaucoup de femmes qui attendaient leurs règles avec soulagement parce que ça voulait dire qu'elles n'étaient pas enceintes. Et j'allais y venir. Hein. J'étais même heureuse quand j'avais peur d'être enceinte, de les avoir. C'était presque, je me disais, champagne. Oui, on oublie. Hein. Et en plus, pendant les règles, c'était fini la constipation. Il y avait des tas de choses qui se produisaient dans mon corps, je ne sais pas pourquoi. Et fini le devoir conjugal. Oh Christian, vous êtes rabat-joie décidément. Alors quand on est un peu plus groggy, on a besoin d'être au fond du lit avec une couverture et une bouillotte. C'est vrai que... Il y a des moments pas simples quand même. Mais bon, on est femme, on n'a pas le choix, c'est comme ça. On prend tout, ça va avec. Hein. Voilà. C'est le paquet cadeau. C'est le paquet cadeau. Et dites donc, Christian, je voulais me permettre quelque chose sur le stérilet. Tout à l'heure, j'ai écouté ce que vous avez dit. Moi, on m'a proposé à un moment donné de ma vie un stérilet cuivre, mais que j'ai vraiment très bien toléré. Et je n'ai pas eu de flux abondance, je n'ai pas eu de douleur. Suite à ça, ça a même régulé, ça a donné une autre dimension à mes cycles.
et c'était plus facile, plus simple. Oui, Ouais. alors les règles plus abondantes et parfois plus douloureuses avec les stérilés au cuivre, c'est quelque chose qui est archi classique, archi prouvé. Et c'est pour ça qu'il faut, alors là je vais dire quelque chose d'important, il faut se méfier de ne pas mettre de stérilet au cuivre chez des femmes qui ont déjà des règles très abondantes ou déjà très douloureuses, parce que ça va aggraver le problème. Et tous les jours, je suis obligé d'en enlever chez des femmes à qui on en a mis parce qu'on leur avait pas posé les bonnes questions avant. Donc il faut absolument se renseigner avant de mettre un stérilet au cuivre. Certaines femmes comme vous le tolèrent à la perfection, la majorité même, mais un certain nombre, on n'aurait pas dû leur poser. Et la gynéco, je me souviens, m'avait dit, mais chez vous, c'est comme un bijou. Ah. C'était beau, hein. Je ne sais pas. Donc vous avez 2 bijoux entre les cuisses. C'est exactement là où je voulais en venir. J'étais en train de faire tourner ma langue dans ma bouche avant de dire une bêtise. Eh oui, c'est toujours une question de langue. Hein. De toute façon, c'est bien connu, n'est-ce pas, Catherine? C'est bien connu, oui. Bon, et ben merci en tout cas de cet échange. Avec plaisir. Et bravo de vous sentir femme et de rester femme. Merci à vous, Brigitte, et au revoir à vous deux. À bientôt. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Eh bien, tiens, non, on va offrir la montre à Catherine. Vous êtes d'accord, oui. Christian Jamin? Oui. Bon, et ben vous allez la recevoir, cette Ice Watch, Ice Solar Power. C'est une montre donc qui se recharge à l'énergie solaire. Et ben donc voilà, c'est cadeau. C'est Sud Radio qui vous l'offre de la part de Christian et de moi-même. Et de Sud Radio. Merci beaucoup. Oh, c'est super, merci. Merci à vous surtout. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous continuons à évoquer les règles et tout ce qui s'ensuit avec Christian Jamin qui est avec nous, gynécologue, endocrinologue. Et c'est Nadine qui revient vers nous pour témoigner de règles particulièrement douloureuses. Je crois, Nadine, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Je vous suis tous les jours et je vous remercie beaucoup pour ces émissions très intéressantes. Voilà. J'écoute à nouveau à 10h si je ne les ai pas écoutées à 14h pour vous dire si je vous suis. Oh, bah merci Nadine, mais on a aussi voilà. des invités exceptionnels. Hein. Ah oui, c'est vrai, voilà. Mais quelquefois, je ne veux pas, je ne veux pas passer à l'antenne parce que, bon, malheureusement, tout le monde vous entend, c'est un peu gênant, mais il y a quelques fois où j'ai failli témoigner de certaines choses aussi, mais bon, voilà, c'est quand même. Mais là, bon, puisqu'on parle des règles, c'est vrai que je viens d'apprendre en vous écoutant que le fait d'avoir des règles très douloureuses, c'était pas normal, alors que j'ai eu ça lorsque j'avais 30 ans, mais vraiment très très douloureuse au point j'avais un petit copain à ce moment-là qui passait de temps en temps parce que je vivais seule avec mon fils et j'étais pliée en deux et il me soutenait. Bon, j'avais vraiment très très mal quoi. Non, et alors j'avais un stérilet et j'avais donc aussi des règles très abondantes. Bon, après je mettais ça sur le fait que j'ai un stérilet. Que j'ai fait mettre à l'âge de 19 ans avant d'avoir tout rapport parce que j'avais peur d'être enceinte, voilà. Là, je vous dis tout dans le bloc, hein. Parce que ma mère m'avait sûrement fait peur en me disant faut surtout pas être enceinte. Enfin bon, je suis arrivée à Paris, j'avais 8 ans de Bretagne, donc voilà. Donc j'avais une peur bleue de ça, donc j'ai vu mon gynécologue et bon, autour de moi, les jeunes filles disaient oui, bah tu devrais essayer de faire l'amour, non, bon je sais pas spécialement pressée, vous voyez. Je me disais bon, en tout cas, avant d'essayer, il faut que je me protège, voilà. Donc. Mais ce qui est intéressant déjà dans ce que vous nous dites, Nadine, c'est qu'on voit bien à quel point la manière dont on a été éduqué, informé, influence, et je trouve ça triste qu'au fond vous ne saviez pas très bien pourquoi vous aviez beaucoup de règles et pourquoi c'était si douloureux quoi. Au fond, c'est un peu ça l'objectif de votre appel. Vous avez envie de mieux comprendre le pourquoi du comment. Oui, et puis le faire passer à d'autres personnes, effectivement, on l'a déjà entendu, mais et j'ai même pas pensé à ce moment-là en parler même à mon gynécologue. Bon, j'avais pas trop de famille autour de moi parce que voilà, j'étais un petit peu seule, donc j'en parlais pas et pensant sûrement que c'était normal, voilà. C'est ça surtout. Oui, et c'est là où quand même les choses ont bougé grâce aux féministes, c'est que maintenant les femmes peuvent parler et ne subissent plus en silence ce qu'elles vivent, quoi.
Oui, voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que par contre, j'ai eu deux maris, petit copain peut-être entre deux, voilà. Je me suis mariée à 21 ans, ça m'a pas empêché d'avoir un stérilet avant d'avoir des enfants, donc d'en avoir un à 25 ans. Et j'en ai eu 3 plus tard à 37, 38, parce que j'ai des jumelles, etc. Donc 4 enfants. Ce que je voulais dire par rapport à ça, je suis en train de me perdre dans mes trucs. C'est par rapport à la sexualité, oui. C'est-à-dire que ça ne me gênait pas du tout le fait d'avoir des rapports alors que j'avais mes règles, voilà, c'est ça. Alors, évidemment, lorsqu'on est en couple, je le faisais plutôt quand je les avais pas, puisqu'on peut le faire quand on veut, mais s'il se trouvait que voilà, elles étaient là, que... on loupe pas une bonne occasion parce qu'on a ses règles. Voilà, c'est ça, voilà. S'il s'est trouvé que j'avais quelqu'un puis que ça arrivait à ce moment-là, c'était pas du tout un tabou, quoi, voilà. Après, ce qui peut être un tabou pour des personnes, peut-être plus maintenant, mais à l'époque, je pense peut-être un peu quand même. Sûrement, oui. Alors, vous avez parlé de mettre un stérilet très tôt. Alors, je voudrais dire plusieurs choses. D'abord, mettre un stérilet chez une jeune fille vierge, c'est pas possible. Parce que, à moins qu'elle ait eu des rapports avec des jouets avant, mais il y a un hymen et on ne met pas de stérilet chez une femme qui n'a pas eu de rapport sexuel. Deuxièmement, pendant très longtemps, on a dit qu'on mettait des stérilets uniquement chez des femmes qui ont eu des enfants. Aujourd'hui, on en met, je dirais, on en met volontiers chez des femmes qui n'ont pas eu d'enfants. Et troisièmement, il semble que la tolérance des stérilets soit moins simple chez les très très jeunes filles parce que l'utérus s'est pas encore développé. Donc, comme vous avez parlé de ça, je me permets de revenir sur ces 3 points. Par contre, c'est vrai que j'ai eu un stérilet, alors je n'ai pas eu de rapport. Hein. Ça, j'aurais pas osé, moi. parce que donc, il a fallu passer l'hymen pour le mettre. Soit vous aviez un hymen très léger, il y a des femmes ou alors qui ont un hymen très lâche. Vous aviez fait beaucoup d'équitation ou je ne sais quoi, ou du saut à la corde ou je ne sais quoi d'autre, ou vous êtes tripoté quand vous étiez petite. Excusez-moi, Nadine. Non, parce que ça m'intéressait pas du tout. Alors là, par contre, non, il m'a rien dit. C'était un médecin à Paris que ma tante m'avait recommandé, docteur Livret, bref, quelqu'un de bien apparemment, mais qui m'a dit si je peux vous en poser un. Et voilà, oui, c'est vrai que ça m'est pas venu à l'idée que. C'est pas vous le médecin, hein, Nadine, vous y êtes pour rien. Oui, c'est-à-dire que tout existe et tout est possible, mais il faut pas mettre dans la tête des auditeurs et auditrices qu'on peut mettre un stérilet chez une jeune fille vierge. Voilà. Oui, vous avez raison de le dire, parce qu'effectivement, ça m'est pas passé par la tête. Par contre, je vais le dire à l'antenne, mais j'hésite à le dire, mais j'ai des soupçons par rapport à une époque, si vous voulez, mais je ne sais rien du tout d'un éventuel de ma mère. Et il y avait à l'étage son fils. Je m'en rappelle qu'il m'a posé sur le lit, il a dû soulever ma jupe, et puis après je suis partie à toute vitesse, mais j'ai oublié. Alors j'espère qu'il ne m'a pas touchée, voilà, c'est tout. Mais je ne sais pas, j'ai oublié. Donc à moins qu'il y ait eu quand même quelque chose qui ait fait que. Enfin, le gynécologue a dû vous examiner et se rendre compte que c'était possible. Mais ça ne l'est pas souvent, donc il faut que les gens qui nous écoutent sachent que on ne peut pas mettre de stérilet en principe chez une jeune fille vierge. Voilà. Par contre, je mettais des Tampax. Alors oui, donc déjà le passage était là. Voilà, depuis l'âge de 12 ans que j'avais mes règles, je mettais tout le temps des Tampax, parce que j'avais des règles extrêmement abondantes, donc j'étais obligée de surveiller tout le temps quand je travaillais, parce que je travaillais à l'époque, je sais plus chez mes parents, et la nuit je perdais énormément, donc j'étais obligée de me mettre 2 grandes, pas des couches, mais des serviettes, c'était vraiment, et de calculer de façon à ce que ça ne déborde pas, et j'avais encore quelquefois des pertes malgré tout. C'était assez compliqué à ce niveau-là la nuit. Donc ceci explique cela, vous mettiez des tampons avant. Et voilà. Ah voilà. Oui. Bon, écoutez, merci en tout cas Nadine d'avoir témoigné, merci. Et puis vous voyez, ça se passe tout seul de témoigner, il n'y a pas de problème. Oui, oui,
mais enfin bon, après parler de sa vie, d'avoir un père vert ou une mère difficile, des choses comme ça, bon, par contre, c'est un peu personnel. Oui, Voilà. mais attendez, je crois qu'encore une fois, ça peut faire du bien de témoigner. Et puis, si on n'a pas envie, on témoigne pas. C'est la liberté que chacun peut avoir dans cette émission. Et j'y tiens particulièrement. Merci beaucoup, Nadine. On fait une petite pause. On revient avec le Love Conseil. Le détail qui tue pour les hommes. Vous allez pouvoir confirmer ou pas ce Love Conseil, Christian Jamin. Et puis, on accueillera également Marie pour ce jouet intime tout mignon qui est là, devant nous. Et puis, on continue à vous donner la parole, bien sûr, à vous, si vous avez envie d'évoquer les règles. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, comme on parle des règles aujourd'hui, Christian Jamin, il y a certainement beaucoup de femmes qui nous écoutent, donc c'est un Love Conseil plutôt pour les femmes. Quels sont les détails qui tuent pour les hommes? Et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ou pas. Alors, sur le plan physique, tout d'abord, les hommes n'aiment pas les femmes qui se maquillent trop. En général, un peu de maquillage, oui, mais les femmes qui sont très maquillées, ça n'attire pas les hommes, contrairement à ce que croient certaines femmes. D'accord ou pas? Non, pas d'accord. Pas d'accord. Bon, enfin, bon, il faut pas ressembler à un pot de peinture, mais c'est vrai qu'un très joli maquillage. Non, mais je parle pas d'un très joli maquillage. Je parle d'un maquillage un peu trop outrancier. Oui, outrancier, je suis d'accord. Qui fait un peu, ouais. Voilà. De même, les ongles sales ou écaillés. Ah oui, ça, c'est sûr. C'est pas à terre. Des tenues un peu trop provocantes ou mal adaptées à l'âge, non plus. Voilà. Et puis des chaussures trop masculines. Ça plaît pas non plus aux hommes. Ça, c'est pas. En ce moment, c'est pas la fête. Hein. Non, c'est vrai. Toutes ces femmes qui se baladent avec des gros croquenots, je trouve pas ça très sensuel. Voilà, donc ça c'est déjà sur le plan physique, vous êtes à peu près d'accord, à part au sujet du maquillage. Ensuite, les femmes qui sont un peu trop effacées, un peu trop comme ça, timides, ça ne plaît pas tellement aux hommes, et le contraire non plus, c'est-à-dire les femmes qui coupent la parole, qui contredisent à tout bout de champ, c'est pas tellement, ça fait fuir un peu les hommes. On peut le comprendre, c'est ce qu'on appelle des femmes castratrices. En quelque sorte. Mais les femmes très silencieuses, ça nous fait peur parce qu'on ne sait pas ce qu'elles pensent. Exactement. Donc il faut toujours un juste milieu. Alors ce que vous n'aimez pas non plus en général, c'est les femmes qui calculent tout. Les hommes veulent bien payer, mais si c'est un peu trop flagrant, ils ont plutôt tendance à partir à tout prix. Mais inversement, ils ne supportent pas non plus la femme qui veut absolument payer. Oui. Eh oui. Mais sinon, qu'est-ce qui nous reste? Les hommes n'aiment pas non plus les femmes qui rient pour un rien. J'ai remarqué les femmes pourtant on dit femme qui rit, femme au lit. Oui, mais bon, c'est pas forcément comme les filles qui ricanent pour un rien, ça ne plaît pas non plus. Il faut que ce soit crédible. Et les femmes qui veulent à tout prix vous donner des conseils, ça, vous supportez encore moins bien. Et pourtant, c'est un travers un peu féminin. Enfin bref, vous voulez une femme, une vraie, ni trop soumise, ni trop dominatrice. Voilà, une femme, quoi. Une femme parfaite. Parfaite, ça n'existe pas, mais bon, une femme, quoi, une femme féminine. Comme Marie, par exemple. Bonjour Marie. Bonjour Brigitte, je vous écoute avec plaisir, vous pouvez pas vous imaginer. Oh bah c'est gentil, c'est gentil. Alors justement, puisqu'on parle de plaisir, vous avez reçu ce mini Wang sensation de la marque 50 Shades of Grey que l'on trouve sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Alors son originalité, c'est que c'est un vibromasseur avec une petite tête de gland, on pourrait dire, mais qui vibre fort. Tout à fait, et comme vous dites, il est vrai qu'il est tout mignon, vous savez à quoi je l'ai comparé. Je l'ai pris dans la main parce que 75 ans quand même, il faut le faire, et je me suis dit, mais alors de la main droite à la main gauche, et je me suis dit, quand je vais dire ça à Brigitte, elle va peut-être sourire. Au final, je l'ai comparé à un cornet de glace avec une seule boule. Ah oui, pourquoi pas. Oui, non, mais... Ce petit cornet de glace. Un tout petit, Oui, tout petit, oui, c'est pour ça, oui, mini, voilà. Alors je compare à un cornet de glace avec juste une petite boule, mais justement à l'échelle réduite, comme vous dites, mini, avec à son extrémité un petit câble pour la recharge qui a pour effectif environ 1 heure. Et puis il y a une petite touche justement sur le cornet pour comment dirais-je, un appui pour plusieurs reprises où il y a, je crois bien, 4-5 vitesses.
Oui, là, je suis en train d'essayer de l'éteindre et du coup, j'ai toutes les vibrations. Eh ben voilà. Mais il obéit pas bien, hein, je trouve. si, moi, il obéit. Vous êtes plus douée que moi, Marie, alors. C'est parce que vous êtes à l'antenne. Ou alors c'est Christian qui me trouble, je ne sais pas. Peut-être. Non, mais ça, sérieusement, j'arrive pas à l'éteindre. Sois-y, faites-le pour moi, je vous l'envoie. Attention. Avec un double clic pour le désactiver, il faut appuyer. D'accord. Appuyer très fort pour le désactiver. Double clic et il s'éteint. D'accord. Écoutez, voilà, sois-y. Moi, j'ai maîtrisé. Hein. Je vois ça, Marie, bravo, comme quoi. Hein. Et puis, en même temps, il doit être assez. Enfin, je trouve que les vibrations sont bien, assez efficaces. Oui. Et puis, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le fait qu'il soit tout petit, je pense que c'est pas mal. Oui. Qu'il se faufile mieux. Oui, mais il y a juste la couleur qui m'interpelle. Pourquoi? Parce qu'il est noir? Oui. Vous êtes raciste, Marie? Non, du tout, mais... Non, j'aurais préféré d'une couleur naturelle. Je suis vilaine. Oui. Non. De toute façon, si vous étiez raciste, ça se saurait, parce que là, tout petit comme ça, on ne peut pas être raciste. Hein. On s'amuse entre femmes, n'est-ce pas, Christian Jamin? La prochaine fois, Brigitte, je veux bien que le cornet soit noir, mais le blanc soit un petit peu... Un peu rose. un peu rose, oui. Ce sera la raison pour laquelle je le noterai un petit peu mieux. D'accord, un petit peu rose, un petit peu couleur chair. Oui. Enfin, remarquez, si vous rencontrez un homme qui a un petit gland comme ça, franchement, vous ne ferez pas grand-chose avec. Hein. Oui, mais je ferai en sorte pour qu'il grandisse. On voit que Marie est experte quand même. Non, si, vous savez mieux le faire marcher que moi. Non, vous êtes experte. Bon. Non, mais en tout cas, je trouve qu'il est mignon et ça peut être un joli petit cadeau qu'on fait, notamment à une femme qui serait un peu effrayée par des jouets. Franchement, celui-là, on peut le mettre dans le sac, on peut l'emmener dans son sac à main. Non, c'est pas mal quand même. Hein. Très bien. Franchement. Oui. Et puis, il a l'air d'être assez efficace au niveau des vibrations. Bon. Et alors, quelle note vous lui donnez, Marie? Pour le plaisir qu'il m'a donné, allez, je dirais 8,5 sur 10. N'est-ce pas? Eh bien, merci Marie en tout cas de l'avoir testé pour nous. Et je rappelle que vous pouvez le retrouver sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Il s'appelle Mini Wang Sensation de la marque 50 Shades of Grey. On continue avec Claude qui nous rejoint. Et c'est bien qu'on ait un homme qui évoque les règles justement. Bonjour Claude. Bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Oui, je peux évoquer ça et ça remonte à bon nombre d'années, hein, ça fait plus de 50 ans. À l'époque, j'étais encore marié et vraiment les règles n'étaient vraiment pas un tabou ni un handicap pour nous. Je vais même aller de là, au contraire, je veux dire que ma femme avait une libido qui était beaucoup plus développée pendant cette période qu'en dehors de cette période. C'était pour nous, mais il y avait vraiment aucun tabou, quoi. Et dès que j'ai fréquenté mon ex-épouse à l'époque, mais les règles dans notre relation n'ont jamais été un tabou. Elle en parlait librement et pour nous c'était une chose intégrée à la vie et surtout à la vie de la femme. Et vraiment jamais, et bien au contraire, les règles n'ont été un problème pour nous, pour nos rapports sexuels. Au contraire. Mais voyez Claude, de vous entendre, ça confirme un peu l'intuition comme ça que j'ai à force d'écouter les hommes. Les hommes qui aiment les femmes et qui aiment la femme pour ce qu'elle est, en général, n'ont pas tellement de gêne par rapport aux règles. C'est les femmes qui parfois sont gênées par rapport aux règles et qui veulent pas faire l'amour durant cette période. Hein. Oui, peut-être. Mais enfin, moi, j'avais mis ça sur l'époque qui était le post-68 art, où quand même les femmes commençaient à prendre une certaine liberté, elles se libéraient. Et puis oui, c'est vrai que j'ai toujours considéré la femme comme étant une femme et à part entière. Et les règles font partie de la vie des femmes. Il faut l'accepter. Et je me sentais très très mal à l'aise de le rejeter. Donc puis après c'était devenu une habitude, quoi. Ça ne nous dérangeait absolument pas. Mais vraiment.
Juste une question, Christian Jamin. Pendant que la femme a les règles, au niveau de la lubrification, ça change quelque chose ou pas? Non, je ne crois pas. Non, oui, enfin, il y a le liquide des règles qui facilite encore les choses. Oui, c'est ce qu'on pourrait penser, oui. Et ce qui peut-être explique que... Oui, parce que là, c'est pas la première fois qu'on entend ça aujourd'hui, c'est que, effectivement, et moi je le savais pour l'avoir déjà entendu, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui pour qui c'est une très bonne période. Et je ne connais pas de statistiques à ce propos, je vais faire des recherches. Il faut que je regarde, ça m'intrigue. C'est encore un sujet assez tabou, donc ça a certainement jamais été... La question n'a jamais été posée. Mais j'ai pas l'impression d'avoir lu quelque chose là-dessus. Moi non plus, mais allez-y, Claude. Pour nous, Brigitte, c'était même une période privilégiée, sincèrement. C'était la période où, Claude, où j'avais le moins de refus. Voilà, mais c'est ce que j'allais dire, Claude. À partir du moment où une femme a plus envie, l'homme, il est prêt. Ce serait con de louper cette période. Absolument, on est bien d'accord. Oui, et puis en plus, quand une femme a plus de désir, elle est légèrement plus initiatrice. Enfin, la sexualité est toujours plus intéressante pour l'homme quand la femme est dans le désir et dans l'envie. Donc ce serait bête de ne pas en profiter. Tout à fait. Et nous en avons bien profité. Alors après, il y a évidemment quelques précautions à prendre parce que on n'a pas tout à fait envie que les draps soient tachés. Mais absolument. Il y avait ça, il y avait les précautions à prendre par rapport aux draps. Et c'est vrai que c'est pas la période pendant laquelle je pratiquais le plus de cunnilingus, évidemment. C'est ça, oui. Mais encore qu'il y a des hommes que ça gêne pas, mais c'est vrai. Ça dépend. Mais enfin, il y a quand même aussi des choses qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, il y a le côté des draps, il y a le côté du sida. Donc ça, il faut pas oublier de le dire, c'est que c'est une période où le risque de transmission est plus fort. Et puis, la troisième chose que j'oublie, c'est ne pas penser que on est totalement à l'abri d'une grossesse si on a des rapports pendant les règles, même si c'est pas la meilleure période pour faire un enfant, mais c'est possible. Voilà, donc ça c'est quand même des informations importantes à donner. Et puis je vais quand même donner l'information, les prostituées et les actrices de films porno peuvent avoir des rapports pendant les règles. Elles mettent des éponges végétales naturelles au fond du vagin et ça retient le sang menstruel et elles peuvent avoir des rapports sexuels. Alors ça empêche un peu, ça absorbe aussi un peu la lubrification, donc il vaut mieux mettre aussi un gel intime. Mais je veux dire, pour les femmes qui ont envie d'avoir des rapports sexuels pendant les règles mais qui n'ont pas envie que leur partenaire le sache, il y a quand même cette solution-là qui est tout à fait qui est utilisée depuis, j'imagine, la nuit des temps. Ah oui. Ce qui permet à ce moment-là de ne pas avoir le problème des draps, etc., etc. Si on a envie d'avoir des relations sexuelles pendant les règles, c'est aussi possible, voilà. Mais attention, éponge végétale naturelle, pas l'éponge avec laquelle on fait la vaisselle. Oui, surtout quand on a le côté vert qui sort. Vous remarquez, ça peut faire des sensations un peu hérissons pour l'homme. Ah, on en apprend des choses. Ça vous fait rire, Claude? Oui, effectivement. Voilà. Bon. Brigitte, vous dire quand même, avant de vous quitter, que j'apprécie beaucoup vos émissions et que je vais remercier votre ancienne antenne qui m'a permis, grâce à vous, de découvrir Sud Radio et qui, du coup, je suis devenu un auditeur très fidèle de votre nouvelle radio. Merci Claude, je sais que vous êtes assez nombreux à m'avoir suivi et je vous en remercie. Voilà, et je suis ravie d'être ici et je trouve qu'il y a une liberté sur Sud Radio que j'apprécie et je trouve qu'on grandit tout doucement. On parle vrai. Oui, on parle vrai, comme le dit votre slogan. Voilà. Absolument. Et puis, on a démarré avec peu d'auditeurs et tout doucement, on grandit et faites-nous connaître autour de vous. Voilà. Oh, je ne manque pas de le faire. Merci. Et je signale que quand on est en voiture, si on a une voiture relativement récente, on peut l'écouter sur DAB et non pas sur la FM. Et dans toute la France, on arrive à écouter Sud Radio.
Mais il faut avoir une voiture relativement récente parce que les anciennes voitures, évidemment, ne sont pas encore équipées. Merci Claude, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne fin de journée. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On est avec Christian Jamin, gynécologue, endocrinologue. On évoque les règles. On a dit beaucoup de choses. S'il y a des choses comme ça qu'on n'a pas évoquées et qui vous semblent essentielles, c'est maintenant ou jamais. Il nous reste 10 minutes à passer, et notamment en compagnie de Lucie. Bonjour Lucie. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Christian. Bonjour. Voilà, je tenais à vous appeler pour vous faire part. Vous m'entendez ? Oui, très bien, Lucie. D'accord, très non bien. Non seulement on vous entend, mais on vous écoute. D'accord. Voilà, en fait, moi, c'est l'inverse. C'est depuis la naissance de mes enfants. J'ai pris la décision de me faire poser un stérilet. Et au départ, j'avais beaucoup d'angoisse en fait parce que du fait de cette absence de règles, on a eu nos enfants très rapprochés, 14 mois d'écart, et on souhaitait surtout pas en avoir un troisième. Mais ces premiers mois sans règles ont été quand même une source d'angoisse. Ouais, vous vous retrouviez pas en tant que femme, c'est ça ? C'est-à-dire que pour moi, l'absence de règles, c'était signe de grossesse. Donc les premiers mois sans règles, c'était est-ce que c'est l'effet du stérilet ? Est-ce que je suis enceinte ? Vous saviez plus où vous en étiez. Oui, c'est une critique qu'on entend très souvent, c'est-à-dire que les règles rassurent. Et quand on a des contraceptions sans règles, qu'il s'agisse des stérilés ou d'autres méthodes, eh bien, il y a beaucoup de femmes qui sont inquiètes parce qu'elles n'ont pas le repère mensuel qui les rassure. Oui, mais ça paraît évident. Ça paraît logique. Je veux dire, ça me paraît assez normal que vous ayez eu cette inquiétude finalement. Voilà, c'est ça. Donc occupée avec 2 enfants à 14 mois d'écart, avec une reprise sexuelle tout à fait normale. Donc avec tant mieux. donc c'est vrai que les premiers mois, j'ai quand même eu recours alors, vous alliez faire des tests de grossesse régulièrement, c'est ça ? Oui, c'est ça. Pour que finalement je comprenne que le stérilet était bien en place, c'était rassuré. Et maintenant, avec le recul, plus de 10 ans après, j'ai envie de dire que je m'y retrouve avec un certain confort parce que plus de règles, ça veut dire aussi plus de contraintes entre guillemets. Mais j'ai réussi, avec l'expérience, à me rendre compte du moment de l'ovulation, de mes changements d'humeur, de finalement, de manière intrinsèque, à repérer mon cycle sans que ce soit manifesté par les règles. Voilà, exactement, c'est ça. Mais ça prend du temps. Et c'est vrai que c'est pas facile, c'est pas facile tout le temps. Et maintenant, après, j'arrive à la quarantaine et je me pose la question, de me dire, est-ce que, sachant que je ne veux plus d'enfants, choisir un autre moyen de contraception, qui veut dire avec peut-être un retour de règles. Je m'interroge en fait sur la poursuite de ce moyen de contraception qui maintenant je trouve confortable. Donc je voulais savoir si votre invité avait peut-être quelques retours d'expérience par rapport à ça. Christian Jamin, oui. D'abord, le fait de ne pas avoir des règles, ça doit être un choix de la femme et pas un choix de son médecin. C'est-à-dire que il y a des femmes qui se sentent heureuses sans règles, d'autres que ça angoisse. Et puis, ça c'est la première réponse. La deuxième, si vous êtes heureuse comme ça, il n'y a pas de raison de vous en priver. Et faites-vous reposer le même quand celui-ci arrivera à échéance. Donc non, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir aujourd'hui par rapport à ça. Parce que je me disais, les hormones, c'est toujours des hormones. Donc là, mon mari serait à la limite pour une vasectomie. Donc ce qui finirait
signifierait plus d'hormones pour moi. Donc voilà. Mais alors en même temps, ça c'est un vrai sujet qui est intéressant. Votre avis, Christian Jamin, parce qu'il y a beaucoup de femmes à un moment donné qui se disent j'en ai marre d'avoir une contraception. Est-ce que c'est pas le rôle du mari maintenant Bien sûr. D'abord, les Français sont très en retard par rapport à ça, surtout si on les compare aux Canadiens ou aux États-Unis, aux Scandinaves. Et aux Scandinaves. Maintenant, alors je vais être un peu l'empêcheur de tourner en rond, c'est-à-dire que effectivement les troubles des règles après la quarantaine sont extrêmement fréquents, avec des règles abondantes, douloureuses, toujours pour cette fameuse adénomiose dont on parlait tout à l'heure. Et donc, quand on a un stérilet qui vous empêche d'avoir des règles, quand on a ce problème, c'est plutôt une très bonne chose. Alors donc, et quand on a un stérilet comme ça et qu'on l'enlève et qu'on s'aperçoit que les règles deviennent épouvantablement abondantes, eh bien, on regrette de l'avoir fait enlever. Donc, bon, donc là, vous pouvez essayer de l'enlever, mais c'est à vos risques et périls, en gros. Oui, c'est à vos risques et périls, et ça, même si votre mari se fait vasectomiser, c'est pas forcé qu'on soit pas obligé de vous le remettre si jamais vous avez la malchance d'avoir ces règles très abondantes après la quarantaine. D'accord, oui, effectivement. Alors après, c'est vrai que avant mes grossesses, elles étaient, il y en avait pas, enfin, ça durait pas très longtemps et ça n'a jamais été douloureux. J'ai fait du sport haut niveau, ça m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit dans ma vie. Oui, sauf qu'on a entendu tout au long de cette émission que ça pouvait varier d'une femme à l'autre et qu'il n'y a pas de règles, si je puis dire, définitives. Voilà, donc c'est bon, faites pile ou face, hein. C'est un peu ça, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais je peux comprendre aussi qu'à un moment donné, vous avez envie de retrouver le naturel, visiblement, d'autant que ça a été au début un petit peu perturbant pour vous de pas avoir vos règles. Donc on peut l'entendre aussi. Hein. Oui, on peut l'entendre, mais il faut savoir, à moins que le naturel après la quarantaine est souvent désagréable quand on a des règles trop abondantes ou trop douloureuses à cette période de la vie. Donc il faut faire attention et savoir que vous pouvez l'enlever pendant quelques mois pour voir comment ça se passe. Bon, faites attention de ne pas être enceinte, mais il est bon de tester, quand on a eu ce type de contraception, il est bon de tester ce qui se passe au retour. Et puis la vasectomie, qui est un geste médical tout à fait anodin, certes, peut parfois aussi perturber les hommes. Donc c'est pas non plus. On a parfois entendu des hommes qui après une vasectomie avaient des pannes d'érection, des choses comme ça aussi. Donc c'est pas tout blanc et tout noir, quoi. Donc il faut prendre le temps de la réflexion et. Oui, il y a pas de toute façon, il y a pas d'urgence. Et puis mais encore une fois, je crois que c'est des sujets qui sont très complexes et qui ne sont pas que médicaux. C'est surtout ça que je crois qu'on peut dire. On a parlé tout au long de ces 2 heures, on a bien vu qu'il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en jeu et chaque femme est un cas particulier. Oui, ça c'est sûr. Oui, non, mais ça c'est vraiment important. C'est-à-dire que ce qui marche pour l'une ne va pas forcément marcher pour l'autre, et c'est ça qu'il faut vraiment entendre. Et donc il faut en parler. Il faut avoir une bonne discussion avec un professionnel qui connaît bien les avantages, les inconvénients, et puis le choix se fait ensemble. D'accord. Sachant que quand même, je vais me permettre de le dire, si je reçois très peu de gynécologues dans cette émission, c'est parce qu'il y en a très peu qui sont excellents. Oui, voilà, c'est difficile en fait de discuter avec un homme gynécologue qui n'a jamais eu ses règles. Non, mais même mais même les femmes. J'ai l'impression de les avoir eues plus que vous, moi, le métier que je fais. Non, mais Lucie, mais même les femmes, parce que si les femmes gynéco n'ont pas fait un peu de psychologie, elles vont projeter leur propre vécu sur leur clientèle, voyez, enfin sur leur patientèle, pardon. Voyez, donc c'est pour ça que c'est des sujets. Encore une fois, il y a des gynécos extraordinaires, et puis il y a des gynécos qui sont très opérationnels et qui n'ont pas l'écoute. Voilà, et qui n'ont pas l'écoute. Et on sait très bien que la vie d'une femme, c'est aussi beaucoup de psychologie, beaucoup de confort de vie, de confort de sa sexualité. Vous savez, moi, j'ai entendu des choses. J'ai entendu, par exemple, une femme qui était atteinte de vaginisme. Elle a fait 5 gynécos femelle, je dis exprès femelle, avant qu'il y en ait une qui lui donne une adresse pour aller se faire de la rééducation périnéale et kinésie pour guérir son vaginisme. Donc,
on est obligé quand même, enfin moi je peux me permettre de dire que tous les gynécos ne sont pas forcément à l'écoute de vos besoins de confort, de sexualité, ça peut être de très bons médecins, mais c'est pas forcément de très bons sexothérapeutes. Voilà, c'est dit. D'accord. C'est dit. Je ne dirai rien. J'imagine bien. Vous êtes mal placé pour dire quoi que ce soit, Christian Jamin, mais moi je peux me le permettre, donc je le dis, parce que je suis pour le confort de chaque femme. Et voilà. Merci Lucie en tout cas de cet échange. Merci à vous. Merci à vous. Et puis vous avez un super mari, visiblement. Donc, oui, alors oui, ça là-dessus, il est très ouvert et très à l'écoute et super papa qui s'occupait des enfants et qui voilà. Et ben voilà. Donc vous êtes quand même entre de bonnes mains, si je puis dire. Merci Lucie. Merci beaucoup Christian Jamin de toutes ces informations. Merci à tous ceux qui ont témoigné sur ce sujet qui finalement n'est pas tabou sur Sud Radio. Et puis tout de suite vous retrouvez C'est votre avenir. Demain on sera avec Alain Héril et on va parler de sensualité, comment développer sa sensualité pour avoir une meilleure sexualité.